Attends, montre-le dans le podcast pour ceux qui arrivent. Regardez, c'est magique. Je peux Clément. ajuster la caméra. Rien C'est qu'avec vraiment mon flippant parce bureau. qu'on a l'impression que tout descend chez toi. Tu sais, t'as l'impression. C'est énorme. On Bon, dirait allez, que on même arrête ton les... canapé derrière, il descend. Tu sais. Ouais, on arrête les bêtises. Ouais, Hop. chers investisseurs, épisode spécial bourse. On enchaîne. De quoi on va parler aujourd'hui, Clément? Dis-nous tout. On va parler de la performance versus les dividendes. Ouais, du rendement. On a eu un post très intéressant en fait sur le forum Ouais, Trident. Du coup, tu l'as super vu cool en passer vrai, toi hein, aussi? d'avoir un post détaillé comme ça. Ouais, C'était franchement. super bien construit, ouais. Et puis, c'est toujours, ça fait toujours peur quand on reçoit un peu des critiques, mais quand c'est des critiques très constructives donc c'est Christophe, un membre de la formation, qui a posé ça. Donc bilan positif, mais remise en question, le titre. Ce qui est marrant, c'est que son post a fait 20 likes, alors que mon post hebdo a fait 8 likes. Donc je me suis dit, ok, je crois que c'est un sujet chaud. Donc c'est ça qui est cool aussi quand on a une communauté comme ça de membres Trident. Moi, je suis toujours à l'écoute. J'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde sur le forum, mais au moins je regarde toujours les sujets. Et surtout les sujets qui font beaucoup de likes, de buzz. Je me dis, ok, il y a probablement un point qui n'a pas été abordé, qui n'a pas été traité dans la formation, etc. Donc c'est super intéressant. Et en fait, ce que Christophe explique, c'est que la formation est cool, mais avec la nouvelle méthode, donc on est passé sur la méthode Trident de la V1 à la V2, et avec la V2, on s'est concentré sur les actions de meilleure qualité, donc les fameuses actions vertes. Et ces actions vertes, elles surperforment beaucoup de choses, notamment les actions classiques à dividendes et également les ETF. Par contre, le défaut qu'elles ont, c'est qu'elles versent un petit dividende. Donc en fait, avec ces actions vertes, historiquement, on est à peu près sur les 10 dernières années, je vais sortir les vrais chiffres pour pas dire de conneries. On est justement avec Sven, tu vois, on est en train de recalculer tout ça pour être hyper carré sur les performances. Mais du coup, sur l'ancien, donc sur la version 2023, je vais te dire ça tout de suite. Les actions vertes, on était à 15% de performance en plus-value et 1% en dividende. Donc, en fait, 16% pour les actions vertes, 12% pour les actions bleues, donc les actions qui sont un cran en dessous en termes de qualité, et 7% de rendement total pour les actions rouges. Et donc, dit comme ça, c'est assez simple, tu vois. Tu choisis lesquelles, Clément, tu choisis quoi entre 16, 12 et 7? Je prends les actions vertes à 16%, clairement. Après, en fait, c'est un sujet, je pense, qui est très complexe. Plus complexe que ce qu'on peut laisser penser, je pense. Parce que là, pour moi, en tant qu'investisseur, c'est la performance qui doit primer. À partir du moment, de toute façon, où tu choisis tes actions et que tu fais du stock picking, la seule raison valable, mis à part t'amuser, parce que, et moi, je ne m'amuse pas avec mon argent, j'essaie de prendre des décisions intelligentes, c'est d'essayer de surperformer. Sinon, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, comme les ETF, Et peut-être aussi, je rajouterais quand même le côté, il y a des gens qui aiment bien ne pas payer des frais et être directement propriétaire et choisir spécifiquement les entreprises dans lesquelles ils investissent parce que oui, mais les ETF, ça peut être. Mais je suis d'accord, c'est en la dessous, on va dire, on va à dire mon que avis. 80% de la raison, qui pousse à choisir ces titres, c'est d'essayer de faire mieux quand même. Après, Bien c'est sûr. sûr qu'au niveau optimisation des frais, tu peux le faire, enfin, tu as moins de frais quand Il y a même que les alignement ETF. des entreprises. Il y Voilà. a des gens qui aiment bien, tu vois, une certaine. J'adore Coca, j'ai envie d'investir dans Coca. Il peut y avoir 2-3 trucs comme ça, mais c'est vrai que Et il y a des gens l'objectif. qui détestent des entreprises aussi, tu vois? Même, par Voilà, exemple, et sur qui le n'ont pas Coca, envie. ouais, et dans un ETF, tu as tout le panier, donc tu te tapes aussi les entreprises de la défense, les entreprises du tabac que tu n'aimes pas forcément parce que tu peux avoir des convictions dessus. Donc Il y là a des aussi, ETF ça a du aujourd'hui, sens. ESG, tu vois, qui peuvent exclure certaines de ces boîtes-là. Mais oui, globalement, et moi, encore plus, je dirais, les gens, ils peuvent avoir plein de raisons différentes pour choisir leurs propres actions. Mais moi, qui propose une formation où je vous explique à choisir les meilleures actions, j'ai pas vraiment d'intérêt à proposer une formation qui ne propose pas d'avoir mieux que les ETF, parce que finalement, les gens vont me dire, à quoi bon suivre ta formation? J'ai juste acheté cet ETF et je vais faire mieux. Moi, l'idée, c'est de dire, en sélectionnant les meilleures actions, enfin, dans l'ETF, vous avez tout un panier d'actions. Il y en a de très bonne qualité et il y en a de moins bonne qualité. Je ne sais pas si tu as vu sur le nouveau fichier, je les ai triés par market cap. Et c'est assez intéressant de voir par market cap les belles actions qu'il y a aujourd'hui quand tu achètes un S&P 500 et les actions moins intéressantes, tu vois. Déjà, dans un S&P 500, vous allez avoir plein d'actions qui ne versent pas de dividendes, donc qui peuvent être un peu plus spéculatives. On pense à, je sais pas, des Tesla ou qui ne sont pas tout à fait au même stade où en ce moment Nvidia, tu vois, Nvidia c'est 2% Ouais. à l'heure actuelle du market cap. Et donc, c'est intéressant de regarder comme ça par capitalisation et voir que même dans le top des actions, il y a des actions un peu moins bien que moi, personnellement, je n'achèterais pas, tu vois, Walmart
ExxonMobil, j'estime que c'est des boîtes plutôt cycliques et qui sont plus sur une croissance un peu vieillissante et que je ne mettrais pas dans mon portefeuille. Donc l'idée, en créant son propre portefeuille, c'est de garder que le meilleur et d'enlever la partie des ETF qui sont que je trouve moins intéressantes comme entreprise. Ouais. Mais j'ai pas mal lu là pendant les vacances un livre, c'était Seuls les meilleurs gagnent de Peter Sellern. Je te l'ai recommandé du coup et Je l'ai lu c'est aussi, un du coup, ouais, du coup, c'est un tu me l'as gérant de recommandé, fonds je l'ai directement lu. Ouais. Ouais. et j'ai trouvé ça incroyable parce que c'est quand même assez dingue la corrélation qu'il y a et un peu les mêmes idées qu'il peut y avoir entre, Trident et son fonds d'investissement et son fonds d'investissement qui se focus à 200 sur la qualité. Ben on voit que alors, faut voir le référentiel, mais sur, les actions mondiales, il surperforme quand même le MSCI World depuis, de longues années. Donc, c'est que c'est une stratégie qui gagne. Après, c'est sûr que, je suis pas certain qu'il prend, 2-3 de yield, sur ses actions. Alors, justement, moi, la particularité que j'ai par rapport à ces fonds, c'est que je reste attaché aux dividendes, alors que la majorité de ces fonds ne sont pas attachés aux dividendes. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, tout ce qui compte, c'est les fondamentaux de l'entreprise. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. On veut des boîtes qui ont des bons ROCE, on veut des boîtes qui ont des meilleures marges, on veut des boîtes qui ont une meilleure croissance que le marché, on veut des boîtes, voilà. En fait, la réflexion, je trouve que avant, moi, je trouvais ça un peu mystérieux, battre le marché. Je me disais, mais comment tu fais pour sélectionner des meilleures boîtes? Comment tu sais que ces boîtes-là vont faire mieux? En fait, le futur est incertain, etc. En fait, je trouve qu'en se basant concrètement sur les business de ces entreprises, c'est assez simple. En fait, quand tu achètes un S&P 500, c'est comme si tu achetais une entreprise qui a tel retour sur investissement, parce que tu fais la moyenne de tout celle de la composition du S&P 500. Et imaginons par exemple que, il faudrait que je ressorte les stats, mais tu as un ROCE, imaginons de 15. Bah, si tu sélectionnes que des boîtes qui ont plus de 15 de ROCE, de 20%, c'est un peu logique que si tu as des meilleures marges, des meilleures croissances, des meilleurs free cash flow, et que tu prends vraiment des boîtes qui ont ces caractéristiques business-là, bah, forcément, elles vont surperformer l'indice de référence, puisqu'à nouveau, sur le long terme, même s'il peut y avoir des mouvements en bourse, Exactement, ouais. sur le long terme, c'est la valeur des free cash flow de l'entreprise qui est valorisée. Et plus l'entreprise est capable d'en émettre et de manière certaine, et mieux elle sera valorisée par le marché, et plus il sera possible du coup de faire de la plus-value dessus, quoi. Mais, c'est un peu le problème, tu vois? C'est que les actions qualité comme ça, quand tu dis que ça va surperformer, il faut avoir, l'horizon d'investissement très long terme. Parce que tu peux Alors, avoir des variations. non, justement. Alors Ça justement, dépend on de va ton en objectif. débattre. Non, on Ça on va va en dépendre. débattre, tu vois? Parce que Yes. c'est là qui va être intéressant. Parce que justement, le post un petit peu de Christophe, c'était de dire: «Bon, ces actions, elles sont superbes, mais Roman, 1 de dividendes, tu enlèves les impôts, tu es à 0,7 de rendement en dividendes. Tu dis que ton objectif, c'est de vivre des dividendes. Donc techniquement, il faut que 0,7 enfin, tu pour, toucher 2 000 € par mois, Ouais, il faut un avec beau un rendement de capital. 0,7 par an, il faut investir des millions. Donc, moi, un argument que j'ai toujours dit et que j'ai toujours défendu, c'est de dire oui, alors certes, ton rendement de départ en dividende, il est faible. Il ne faut pas oublier que c'est des boîtes aussi qui augmentent plus vite. Donc, tu fais 10-12 par an de croissance. Donc, ce qui est cool, c'est que tu commences avec un yield de 0,7. Mais si tu gardes l'action, ton yield on cost, donc le yield par rapport à ce que tu as mis, il va augmenter. Augmenter. Donc, à nouveau, l'entreprise, elle vous verse, imaginons, donc à nouveau, on prend un investissement de 100 euros, comme ça sera simple. Vous recevez 70 centimes seulement de dividende la première année, mais l'année suivante, vu que ça fait 10%, vous allez toucher 1 euro, etc., etc. Maintenant, le problème de cet argument, c'est de dire que justement, il faut du long terme parce que tu fais 10%, mais pour que ça commence à représenter des sommes importantes en dividendes, eh ben, il faut attendre à nouveau peut-être 10, 15, 20 ans pour que ça commence à faire vraiment des sommes intéressantes. Et donc, ce que disait Christophe, c'est qu'il se disait, bah, du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux baisser la qualité des actions pour aller chercher des actions avec un plus fort rendement? Et je dis bien baisser la qualité parce que je pense que le piège que beaucoup d'investisseurs à dividendes ont quand ils n'ont pas suffisamment étudié le marché, c'est qu'ils se disent il est possible d'avoir une action de superbe qualité avec un rendement en dividende de 4, 5, 7%. Alors que, Beh, je vous le dis, moi j'ai fait les stats et je les ai toutes regardées. Il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des entreprises assez intéressantes avec des rendements un peu plus élevés, mais statistiquement, plus vous cherchez à augmenter, parce qu'en plus, vous n'allez pas en acheter qu'une, tu vois. C'est bien de dire, oui, regarde, il y a cette action qui est bien notée sur le portefeuille et elle a un yield un peu élevé, mais vous n'avez pas acheté que cette action. Donc, en moyenne, si tu achètes des actions bleues, donc moi, à nouveau, les actions vertes, on parle des boîtes qui vont vraiment faire de la croissance, Apple, Microsoft, Mastercard. Actions bleues, on parle des actions un peu résistantes, bien connues des investisseurs à dividendes. Donc, on parle de Coca-Cola, Johnson Johnson, etc. Et enfin, dans les actions rouges, on parle de Total, on parle de certaines actions qui ont des gros rendements, mais qui derrière ne vont pas être capables de délivrer grand-chose en termes de performance d'appréciation de l'action. Tu vois. mais, Et ça reste après c'est complètement logique en même temps. Parce que quand tu es une entreprise, que tu fais du chiffre d'affaires,
Si tu es vraiment une entreprise de très, très bonne qualité, que tu es bien meilleur que toutes les autres, que tu arrives à avoir des rentabilités de fou, des marges de fou et que tu as une croissance de ouf, quel intérêt pour toi de distribuer ton argent? Alors, je dirais oui et non. Déjà, ton, Ouais, ton- mais ton un peu. argument, il est bon, mais déjà pour moi, le truc qu'on oublie tous, c'est que si tu es une boîte qui est aussi géniale, déjà ton prix va monter. Donc forcément, le dividende que tu vas verser, il va être enfin, plus le prix de l'action monte, Le plus le rendement, ouais. rendement de départ en dividende il baisse. Donc déjà, Ouais. toute chose par égale, quand vous voyez un rendement en dividende élevé, c'est probablement qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui n'achètent pas cette action. Et s'il y a beaucoup d'investisseurs qui n'achètent pas cette action, c'est qu'il y a probablement une raison. Donc, c'est toujours pareil. Il y a souvent un loup. Si tu as une entreprise à dividende qui verse 7-8%, pourquoi elle verse autant? Et voilà, Bah, parce que. après, si on parle juste là, on parle du yield, donc du pourcentage du dividende par rapport au prix de l'action, mais il y a des boîtes qui versent quand même une grosse partie de ce qu'elles gagnent en dividende. Il y a des boîtes qui Bien rémunèrent beaucoup sûr. plus, mais c'est aussi Ça, des c'est le boîtes payout qui sont ratio. Tu arrivées vois, c'est presque encore. à ouais, imaginons une boîte qui est arrivée à maturité, je sais pas moi, c'est pas forcément le cas, mais imaginons Coca-Cola. Bah, Coca-Cola, peut-être qu'ils sont arrivés à une saturation de marché, ils vont faire beaucoup d'argent parce qu'ils ont un énorme avantage concurrentiel et ça va rester comme ça pendant X temps. Mais est-ce qu'ils ont une réelle utilité d'utiliser tout cet argent pour le réinvestir dans la recherche et développement, dans la croissance de la boîte? Pas forcément. Et le but quand même est Et du d'enrichir coup, l'actionnaire, donc ils versent des dividendes. Mais une bien sûr. boîte comme Microsoft ou Apple ou même, enfin peu importe, toutes ces boîtes un peu technologiques qui ont une énorme croissance et qui font des rentabilités de ouf, ben, genre moi je me mets à leur place, verser une grosse part de ce qu'ils gagnent en dividendes, pour moi c'est une erreur de gestion d'entreprise, c'est une erreur de la gouvernance et Bien donc sûr. ça baisse la qualité de l'action parce Mais, qu'ils vont avoir un meilleur retour sur cet argent-là qu'en le versant aux actionnaires. Après, mais après les dividendes c'est cool, mais c'est pas forcément non, le non, plus non, mais rentable. en fait, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que quand tu investis en bourse, et je pense que beaucoup de gens l'oublient, c'est que le dividende, il te vient, mais l'argent que. Donc, à nouveau, la boîte, imaginons, elle fait 100 euros de bénéfice. Il y a un taux de distribution du dividende, donc c'est le payout ratio. Elle peut décider de verser 20%, 30%. Et souvent, tu remarques que les actions de qualité sont plutôt autour de payout ratio assez Ah oui? tranquille, genre 20-30%. Parce que justement, ce qu'elles ont en plus de bénéfices, elles vont faire, bon, il y a des rachats d'actions aussi qui sont possibles, mais elles vont aussi beaucoup investir dans leur R&D, etc. Et elles vont essayer de maintenir, c'est ce que je te dis toujours, il faut faire attention parce qu'on veut une entreprise qui réinvestit en elle-même, mais un retour sur investissement suffisant. Donc, en fait, le dividende, il est versé à partir du moment où l'entreprise estime qu'elle a suffisamment investi dans ses projets et que plus d'argent ne servira pas à forcément générer plus de rendement. Tu vois. Et tu as Mmh. des boîtes qui ne refusent complètement de verser un dividende parce qu'elles se disent on va toujours pouvoir réinvestir plus. Et on voit que ça ne marche pas toujours. Je pense à des Ça cas peut être comme une erreur Amazon, aussi, hein. etc. Ouais, voilà. Où ça peut être une erreur de vouloir trop investir dans trop de projets différents et du coup derrière ne pas avoir le retour sur investissement important quoi. Parce que des fois, il ne faut pas croire que parce que l'entreprise fait de la R&D, que forcément cette R&D va se traduire en de meilleurs résultats. Il faut bien mesurer et réaliser des bons investissements. Et je trouve que c'est bien d'avoir une part finalement, c'est comme personnellement, c'est bien de se dire ok, j'ai une partie de mon capital, je vais réinvestir dans ma formation pour m'améliorer et j'ai une partie de mon capital que je vais utiliser pour vivre. Tu vois, et donc ça serait un peu les dividendes. Quoi. Donc en effet, le taux de distribution, je pense qu'il est important. Et généralement, le payout ratio des boîtes plus anciennes, il est très élevé. Et c'est des boîtes du coup qui n'ont plus forcément les moyens ou qui n'ont plus l'envie de réinvestir beaucoup dans leur croissance. Et du coup, je trouve que c'est un critère aussi important de se dire, je préfère un payout ratio plus faible parce que ça veut dire, que la boîte, elle va pouvoir réinvestir plus en elle-même et également qu'elle va pouvoir augmenter son dividende. Parce que finalement, le payout ratio, tu vois, c'est un peu comme une jauge. Quoi. Si tu es à 20%, tu peux l'augmenter. Si tu es déjà à 90%, tu vas pas pouvoir beaucoup l'augmenter Surtout plus. que si elle reste à 20 mais qu'elle fait de plus en plus d'argent, bah, ton dividende va augmenter aussi, hein. Et la sécurité financière de l'entreprise est toujours bonne. C'est d'ailleurs un critère super intéressant de se dire, OK, l'entreprise, elle a augmenté par exemple son dividende. Je sais pas, vous voyez que Mastercard a augmenté son dividende de 15% cette année. Bah, la question intéressante, c'est est-ce que ses free cash flow, donc l'argent qui lui reste dans sa poche, ont aussi augmenté de 15% cette année? Ouais. Parce que si les free cash flow ont augmenté de 20%, elle verse 15%, bah, c'est super. Tu te dis, bon, bah, en plus, son payout ratio du coup baisse. Par contre, si tout à coup, et ça arrive, hein, c'est pour ça que l'augmentation de dividende n'est pas toujours le meilleur critère. Je trouve que c'est un critère intéressant parce que ça permet de voir quand même un peu le management. Est-ce qu'il est confiant dans le futur? Généralement, si le management est confiant dans le futur, ils ne vont pas s'amuser à ne pas augmenter le dividende ou le couper, tu vois. Mais c'est intéressant de se dire, est-ce que cette augmentation, elle est logique par rapport à ce que l'entreprise a généré en plus, quoi. Et l'avantage des entreprises vertes, c'est qu'on a des plus grosses croissances. À nouveau, on démarre avec un rendement plus faible, mais derrière, on a des boîtes qui sont beaucoup plus solides, quoi. Mais et du coup, donc là, on a parlé un peu de la performance et après, on se met aussi dans la situation,
et je sais pas quel âge a la personne qui a fait ce message, mais je suis d'accord avec toi que pour 43 moi, ans. enfin, hein 43. 43 ans, Christophe. Ouais, donc il reste encore, imaginons une retraite à 63-64 ans, il reste encore 20 ans d'investissement, donc 20 ans, c'est très long, il peut se passer énormément de choses. À 43 ans, tu es encore jeune et tu peux, je pense, sans hésiter, aller sur ce genre de stratégie où il faut maximiser la performance, que ce soit sur la plus-value ou sur les dividendes. En tout cas, les 2 réunis, l'objectif est d'avoir la meilleure perf possible. Après, c'est sûr que je me place à la place de quelqu'un qui a 55 balais et qui découvre l'investissement parce que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de découvrir tout ça. Est-ce que, genre, si je me dis: «J'ai envie de vivre d'une rente dans 10 ans», je peux comprendre aussi, le fait que de voir les dividendes augmenter vraiment très lentement parce qu'on va sur des boîtes, Ouais. qui justement ne versent pas beaucoup de dividendes. Je peux comprendre aussi que ça génère une certaine frustration, tu vois? Parce que tu te dis en fait, on en revient à la psychologie de l'investisseur. Tu en avais fait une vidéo d'ailleurs, hyper intéressante là-dessus. Mais c'est vrai que, entre avoir une rente de dividendes, si tu as bien choisi tes actions quand même, ça va rester, ça risque même d'augmenter petit à petit et avoir moins de dividendes et devoir faire des ventes pour on va en venir, je pense, au sujet après parce que c'est ce que tu as calculé, mais devoir faire des ventes pour complémenter le dividende et avoir ce même revenu, bah, ça implique de faire des ventes et faire des ventes, ça veut dire aussi peut-être les faire au mauvais moment. Est-ce que je Ouais. vends la bonne action? Est-ce que tu vois? Il y a aussi tous ces Ça paramètres-là. rajoute, je suis complètement d'accord avec toi et j'en parle avec Axel, ça rajoute de la friction de devoir générer des ventes. Et même moi, j'ai défendu pendant très longtemps pourquoi les dividendes pour moi étaient supérieurs aux ventes sur pas mal d'aspects, sur l'aspect psychologique parce qu'ils tombent automatiquement, c'est la boîte qui décide de combien elle verse, donc elle sait que c'est le bon moment, etc. Il n'y a rien besoin de faire, en fait, tu reçois le dividende sur ton truc, etc. Maintenant, on a vu aussi qu'il y avait des défauts au dividende, et je les ai toujours soulignés. Le fait que l'action baisse du montant du dividende quand il est détaché, le fait que c'est une imposition qui est plus importante que les plus-values parce que c'est 30% sur tout le montant, alors que la plus-value, c'est uniquement 30% sur ce que tu as généré en plus. Donc, tu vois, l'un dans l'autre, il y a un peu des avantages aux deux. Mais moi, finalement, plus je progresse et plus je me dis, en fait, l'avantage du dividende, pour moi, c'est dans la sélection des entreprises que c'est le plus intéressant. C'est intéressant pour l'aspect rendement automatique et je suis toujours fan de recevoir des dividendes, mais je trouve que dans la sélection d'entreprises, il est particulièrement intéressant parce que c'est finalement un filtre assez puissant, notamment si tu le demandes, par exemple, à tes boîtes d'avoir au moins 5 années, 6 années, 10 années de versement de dividendes. C'est une preuve formelle que l'entreprise est profitable et qu'elle est capable de maintenir cette profitabilité. Et on le sait, c'est que les entreprises qui sont profitables qui vont te rapporter de l'argent sur le long terme. Tu vois. Donc moi, je trouve ça intéressant d'avoir ce critère de dividende parce que tu évites pour moi les actions, le problème des actions un peu croissance, du genre tu achètes Tesla, tu achètes Netflix. Le problème de ces boîtes-là, c'est que en fait, il y a des fois pas de profit. En fait. Et elles sont valorisées très cher parce que les investisseurs se disent un jour, il y aura des profits. Moi, je Mais trouve que c'est assez ouais, risqué, et moi c'est comme moi dans les je ça startups, etc. c'est ouais, c'est la pire des choses à faire Donc, pour moi en tant donc, qu'investisseur. et tu vois, et je trouve qu'il y a souvent ce paradoxe où les gens se disent soit je suis jeune, j'achète des actions croissance, Nvidia, je vais tout faire péter, dans 20 ans ça vaudra Tesla, ça vaudra je sais pas combien. Ou alors je suis vieux, du coup j'ai pas trop le temps, donc je vais acheter du Total et je vais comme ça avoir des gros dividendes, etc. Et en fait, moi, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, les gars, il existe un truc, ça s'appelle les actions de dividendes à croissance. Donc, c'est bien des actions à dividendes. Donc, elles ont cette partie profitabilité, mais elles sont à croissance. C'est-à-dire qu'il leur reste encore de la croissance qui va vous permettre aussi de générer de la plus-value. Et pour moi, tu vois, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Et le débat que j'ai en ce moment avec moi-même et que je réfléchis beaucoup, c'est est-ce que finalement, est-ce que peu importe finalement ton capital et ton âge, est-ce que c'est pas bien d'acheter les meilleurs business possibles, donc de toujours se Bah, positionner. Parce que moi je suis d'accord, enfin, pour moi tu vois ce que je veux dire. c'est le seul critère, mis à part si tu es, ultra spécialiste, par exemple, des actions de croissance dans une industrie et que tu as un avantage énorme par rapport à tous les autres investisseurs et que tu peux faire des très bons coups parce que justement tu as cet avantage-là. Pour moi, nous, en tant qu'investisseurs particuliers et on n'a aucune, vision de ce qui se passe vraiment à l'intérieur des boîtes, au niveau des discussions, enfin, genre, on ne sait pas ce qui se passe dans les bureaux d'Apple, par exemple. Je vois pas quelle est la stratégie valable par rapport à la stratégie: «J'achète des actions de qualité» et c'est le seul critère. Pour moi et avec tous les critères qui sont inclus dans, la qualité. Mais, que ce soit tu vois, même j'essaie de voir même un peu plus large, même, si c'est pas une action à dividende, il y a des très belles actions de très bonne qualité qui versent pas de dividendes, mais c'est des actions qui font du profit, qui font du bénéfice, qui ont des très bonnes marges, qui font de la recherche intelligente et pour moi, c'est Ouais, le seul ouais, critère, que ce soit une small cap, que ce soit une entreprise déjà très, très bien établie, peu importe. En fait, genre à partir du moment où ta boîte, elle passe tous tes filtres de qualité,
bah, Mm. c'est déjà très bien et peu importe ensuite si elle a un dividende de 1 de 0,5, de 2, moi, pour moi, c'est un peu, accessoire. Et je suis d'accord avec toi, le yield, je le regarde de moins en moins. Avant, c'était le premier truc que je regardais, combien je vais recevoir. Et ça, c'est quand tu débutes. Et après, je le regardais un peu moins, mais je le regardais toujours. Et aujourd'hui, il est plus du tout, il fait plus du tout partie de mon système. Tu vois, le yield, c'est pas du tout la question que je me pose. Après, juste, je n'achète pas des actions qui versent pas de dividendes parce que pour moi, le dividende, c'est un filtre de qualité. Mmh. C'est-à-dire que il y a plusieurs choses dans le dividende qui sont intéressantes, mais j'aime bien aussi l'aspect que c'est une preuve concrète aussi que le management tient à ses actionnaires. Parce que je vois certains comportements de boîte et d'allocation du capital, tu as l'impression que c'est plus pour faire plaisir au CEO, tu vois, qui a envie d'être le plus gros possible, et il n'est pas forcément en train de respecter les actionnaires qui ont mis leur capital, tu vois, dedans. Donc, je suis d'accord avec toi. Je pense que tu peux trouver des small caps qui versent pas de dividendes et tu peux trouver des belles boîtes, je sais pas, Google, qui sont des belles boîtes de croissance, qui sont très profitables, qui ont des jolies marges et qui ne versent pas de dividendes. Mais je trouve que le fait de demander un Ouais. dividende, sachant que de nouveau, moi j'ai un portefeuille concentré, je vais avoir qu'une dizaine d'actions pour vraiment pouvoir surperformer. Je me dis, c'est OK de me spécialiser justement dans les actions à dividendes. Et ce qui est bien quand tu te spécialises dans un, comme tu disais, dans un secteur précis, donc là, les actions à dividendes, c'est que tu as plus de critères que tu vas pouvoir regarder. Tu vas pouvoir regarder le payout ratio, tu vas pouvoir regarder l'augmentation du dividende dans le temps. Et donc, tu vas pouvoir un peu plus avoir des informations par rapport à ça que tu Par n'as pas rapport sur à la les actions gestion qui de la versent pas. boîte, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois, pareil, moi, je mûris un peu, ma réflexion autour de mes investissements parce que, bah, ça fait mine de rien, ça fait quand même, 3 ans et demi que je suis quotidiennement en train d'essayer de me former dessus et du coup, moi, j'ai une approche un peu différente. Toi, tu es full focus action à dividende et action de qualité à dividende et moi, je sais que j'ai, 2 portefeuilles, donc j'ai mon portefeuille ETF et mon portefeuille action et je sais que, j'aime aller chercher, ce qu'il y a de bien dans, plusieurs stratégies. Donc je sais que je serai peut-être pas le meilleur expert, sur les actions à dividendes, mais par exemple, je sais que mon portefeuille ETF aujourd'hui performe peut-être moins bien que mon portefeuille action, mais me permet d'avoir une volatilité plus faible et du coup, par rapport à ça permet d'équilibrer et je trouve un équilibre de portefeuille comme ça et aujourd'hui, quand je regarde mon portefeuille global, donc ETF plus actions, j'ai une meilleure performance que mon indice de référence et j'ai une volatilité plus faible. Donc je me dis: «Je surperforme sur les 2 plans», tu vois? J'ai une meilleure performance et en plus, j'ai moins de risques. Alors que si j'avais que les actions ou que les ETF, j'aurais un des 2 qui, serait, moins bon et c'est ça aussi que je trouve cool, dans cette gestion-là. Mais je te rejoins après quand tu es full focus sur une seule stratégie, de toute façon, on en revient encore à la même chose, genre, Et, en fait, je aucune pense que non, mais je diversification. pense que tu as tout à fait raison. En fait, c'est-à-dire que pour moi, la diversification, c'est bon, Warren Buffett, il disait, c'est une protection contre l'ignorance. Donc ça fait un peu méchant dit comme ça, mais c'est très vrai. Mais tu as le C'est-à-dire droit que d'être si ignorant. tu démarres dans un domaine, c'est très bien de te dire, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça qu'on conseille toujours les ETF aux débutants. C'est parce que quand tu sais pas, il vaut mieux être diversifié et avoir un portefeuille large sur plein de choses. Et comme toi, quand tu sais pas si le business en ligne ça marche, il vaut mieux garder ton taf de kiné et faire le business en ligne, tu vois, donc être diversifié. Simplement, et moi, c'est ce que je défends toujours, c'est que la diversification, ça va jusqu'à un temps et ça va jusqu'au temps où tu te rends compte que tu es confiant, donc tu n'es plus ignorant, tu es vraiment confiant dans le fait que ta stratégie va être meilleure. Et c'est là où tu peux te décider de focus. Donc, typiquement, toi, tu pourrais dire, OK, j'arrête la kiné et je fais 100% YouTube, ce qui n'est pas forcément le cas. Tu vas peut-être pas forcément le faire. Ça dépend Mmh. vraiment de ton envie et à quel point tu te sens confiant dans les choses. Et c'est pareil quand tu as deux stratégies en bourse. Je pense que c'est complètement OK si tu te sens bien avec ces deux stratégies, que ça te permette de les complémenter et de te faire plaisir. Peut-être qu'à un moment, tu vas te rendre compte qu'il y a vraiment une stratégie qui te correspond plus. Et là, tu vas dire, vas-y, go focus et j'apprends tout ce que je peux sur les ETF ou j'apprends tout ce que je peux sur les actions à dividendes. Parce que je pense qu'en se focusant, tu vas avoir du coup, tu vas pouvoir vraiment améliorer ta performance parce que justement, tu ne vas avoir que ça à penser et tu vas pouvoir faire des choix peut-être plus forts, tu vois, que Mais quand tu es divers. ouais, après, tu vois, toujours pareil, j'essaie de prendre un peu du recul là-dessus. Je me dis aujourd'hui, ma stratégie, c'est vraiment 30 ETF, 70 actions et je sais qu'une fois que j'aurai optimisé mon portefeuille à ETF, en fait, le portefeuille à ETF, enfin, tu y réfléchis pas 36 fois. Tu fais une fois, tu essaies de le maximiser, l'optimiser une fois et tu vas pas y retoucher, tous les 4 Ouais, il matins. faut pas, Tu fais c'est ton vrai qu'il faut DCA faire attention dessus. avec les ETF. Mais Ouais, même les ETF, je suis d'accord avec toi et en même temps pas forcément parce que moi j'ai lu des articles de mecs qui creusent vraiment les ETF et tu vois qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, notamment dans le smart beta. Il y a vraiment ah des, oui, des nouveaux ETF mais qui tu sortent fais ta avec différentes. sélection. Genre, tu vois, pour moi, les ETF, ça reste de la gestion passive. Donc, à partir du moment où tu dépasses, je sais pas, si tu commences à aller chercher des ETF très spécifiques pour les avoir sur une certaine durée, et cetera, enfin, c'est plus Ouais, vraiment non, la gestion oui, passive. ouais, Moi, non, l'objectif, c'est alors, plus que les ETF, on va dire, j'ai 30 de mon allocation qui va être une gestion passive, où je vais réfléchir énormément en amont à quelle allocation je veux faire sur cette poche passive et ensuite je fais mon DCA dessus
et forcément, tu regardes un petit peu ce qui se passe quand même. Et ensuite, je vais me concentrer sur les actions de qualité, sur les 70 restants et ça me permet d'avoir un équilibre et je suis peut-être plus tranquille avec ça et ça me permet aussi psychologiquement d'être plus à l'aise avec mes investissements. Parce que Et aussi quand tu es focus, certes, parfois ça peut très bien se passer et c'est c'est le meilleur, c'est un c'est pour tout est ça beau qu'il dans faut le être meilleur des mondes. confiant, c'est le Ouais, jeu. C'est-à-dire que en fait, en augmentant ta concentration, tu augmentes la variabilité des résultats et si tu augmentes la variabilité, il faut que tu sois sûr que ça soit, en ton sens, tu vois? Et c'est pour ça que c'est ça. j'appuie beaucoup, enfin voilà, j'ai 500 000 € en bourse et je vais tout mettre sur 10 actions. Donc c'est 80 % de mon patrimoine, ce que j'ai gagné pendant toutes ces années sur seulement 10 actions. Ça paraît risqué quand on le dit comme ça, mais en réalité, c'est des actions que Tu j'ai les bien connais très bien. étudiées, je l'ai étudié, voilà. Et donc, je me sens complètement confiant Mais dans le fait de le faire. Mais à nouveau, ça fait 8 ans que j'investis en bourse, quoi. Tu vois, ouais, voilà, je pense aussi qu'il y a une différence entre toi et moi, c'est que un tu as plus d'expérience et 2 tu as vécu un crack, un vrai. Pas un petit crack lent de 2022 où, ça finit par remonter assez vite. ouais. C'était, au final, enfin, moi, je sais qu'en 2022, sur mon portefeuille global, j'ai fait -5 parce que, je me suis mieux démerdé que le marché. Mais je suis pas passé à travers de 2020, tu vois? Donc je sais pas encore ce que c'est que, de Ouais, flipper parce que tu prends -30 en 2 semaines et du coup, pour moi, ouais, l'intelligence aussi d'être, de l'investisseur, c'est de connaître un peu ses faiblesses bien et le sûr. problème, c'est que moi, je connais pas ma faiblesse par rapport à ça et donc je me dis: «Aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux peut-être, être un peu plus diversifié et avoir une volatilité moins importante et d'être plus serein et éviter de prendre des Bien sûr. décisions à la con le jour où, il va y avoir un problème?» parce que justement, je suis plus confiant avec cette stratégie, plus diversifiée et tout, plutôt que de me focus et en fait, me dire: «Le jour où il y a un problème, j'ai jamais vraiment vécu ça, je sais pas comment je vais réagir» Tu et tu peux prendre des tu mauvaises dois bien décisions. dormir. De toute façon, tu dois bien dormir la nuit et je pense qu'aujourd'hui, 100. si tu étais 100 % action, tu dormirais pas forcément bien la nuit. Enfin, tu serais Je un peu préfère, tu vois, stressé. je préfère à la limite Mmh. avoir 1 ou 2 en moins, peut-être 1 en moins Ouais, et ouais. tranquille, plutôt que de maximiser à fond et flipper. Bien sûr, mais je comprends. Après, c'est pas, pour moi, c'est pas pour moi, je le vois plus en mode, je en fait, j'ai l'impression pour moi, aujourd'hui, hein, vraiment, j'achète un ETF, pour moi, j'ai l'impression, d'acheter quelque chose de moins intéressant. Donc je me dis: «Putain, tu peux acheter une super boîte, où tu peux investir dans ton panier de 10 boîtes qui sont excellentes et que tu as bien analysées et cetera». Et pour moi, la probabilité de l'échec de ces 10 boîtes est en fait, le même que le S&P 500. Donc je ne verrais pas davantage pour moi, en tout cas, tu vois, je me sentirais pas plus serein avec un S&P 500, en fait, tu vois. Donc du Ouais. coup, Mais après, ça, je c'est ça qui est ouf, enfin, qui est bien aussi, c'est que chacun a, sa vision et sa stratégie et peu importe, de toute façon, si tu fais confiance, tu vois, par exemple, moi, je suis dans la méthode Trident depuis, 3 ans. Je suis, toutes les analyses, je les regarde, j'intègre les actions dans mon portefeuille et oui, j'arrive quand même à garder du recul sur, qui je suis, comment je fonctionne, quels sont tous les bien sûr. paramètres de ma vie et j'adapte, tu vois? Et je pense qu'aussi ça, c'est hyper important, peu importe quand tu fais, la méthode Trident ou quand tu fais une autre formation avec, pas des conseils, mais, des stratégies où on te dit, «Telle action peut être bien» et cetera. Il faut toujours réfléchir Ouais. aussi quand même. Avoir du recul, comme tu dis, avoir de Toujours, ouais. l'expérience aussi dans les marchés, ça aide. Même moi, on pourrait dire, tu vois, j'ai commencé vraiment d'investir à partir de 2017. On pourrait dire, ouais, mais tu as pas vécu, le mars, c'était un crack express, tu vois. Donc, en fait, Ouais. il y a perdre 20% et puis les récupérer dans l'année. Et puis, il y a perdre 20% et puis l'année suivante, perdre 30%. Et puis l'année suivante, tu vois, il y a, ça, on n'a pas connu, tu vois, une vraie crise Mmh mh. profonde, durable, qui pourrait nous challenger et qui arrivera peut-être dans notre vie d'investisseur. Bah, Tu sûrement, hein vois, donc et c'est, sûrement et je pense qu'on fera pas les malins. et ouais, 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 Heu, probablement qu'on fera pas les malins. Voilà, je pense aussi que j'atteins un certain seuil de capital où, c'est un peu bizarre parce que souvent on dit plus tu as de capital, moins tu prends de risques parce que du coup tu as peur de perdre ce capital et plus tu es jeune, plus tu fais, des trucs un peu hyper risqués. Alors que moi, limite, c'est maintenant le contraire, tu vois? J'ai l'impression que vu que j'ai plus de capital, je peux me permettre pas d'être plus risqué, mais d'aller à fond dans ma stratégie et je me dis, je suis prêt à encaisser une perte parce que finalement, tu vois, même si, je perds 30 sur 500 000, j'ai encore 300 000 €, tu vois? Donc c'est pas, je repars pas de zéro. Enfin, je sais pas comment te dire, tu vois? Donc je ouais, crois ouais, que la mais tu psychologie, vois, c'est très particulier, hein. tu as parlé d'encaisser une perte et ça aussi, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup et j'ai beaucoup de messages en ce sens, sur Insta. Les gens n'acceptent pas, d'avoir fait une erreur. C'est ouf ça, je comprends pas. Tu vois, moi, Ouais, j'ai annoncé que j'allais vendre, Comcast parce que, ses derniers résultats sont pas incroyables et par rapport au reste de mes actions, c'est une action qui, je pense, est la moins bonne qualité, même si c'est une action de qualité quand même, mais, je commence à être quand même très sélectif et quand on n'a plus que 20 actions, bah, parfois, choisir des ventes, c'est compliqué. Donc j'ai décidé de vendre celle-là
Et du coup, je la vends, j'encaisse la plus-value. Enfin, du coup, bah, je vais payer des impôts, etc. Enfin bref. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Et j'ai écouté une vidéo là qui parlait du biais du statu quo. Et que c'était aussi une énorme connerie parce que en fait, des fois, tu restes à ne rien faire alors qu'il faut faire quelque chose. Quand tu vois une boîte qui se tape moins 30%, ben, en vrai, à un moment donné, il faut prendre une décision, tu vois? S'il y a un problème au niveau des fondamentaux et tout, il faut pas espérer en mode, putain, Moins ça va peut-être 30% sur remonter et le cetera. prix ou sur les résultats? Non, sur le prix. Si le Mmh. prix fait moins 30%, mais que les résultats sont bons et augmentent, bah, tu C'est rachètes. dont on avait parlé en fait, voilà, Ouais. je crois que c'est ça en fait, c'est que beaucoup de gens aussi, regardent le prix. Si tu vois une action qui est en rouge dans ton portefeuille, tu vas tendance à avoir dire: «Ah, elle doit pas bien fonctionner en ce moment» et c'est en partie vrai, mais plus sur le long terme. C'est-à-dire c'est plus Ouais. sur 10 ans que si elle est toujours dans le rouge dans 10 ans, clairement, il y a sûrement un problème. Mais si elle est le rouge, et tu sais, c'est très souvent qu'on achète une action, 2 mois plus tard, elle est dans le rouge, ça veut pas dire qu'elle a eu des mauvais résultats, c'est juste Mais de la non. fluctuation des marchés et donc c'est pour ça que je pense que c'est super important moi je regarde jamais les prix et je regarde que les fondamentaux quoi, parce qu'en fait, il y a que ça qui Et compte c'est ce quoi. qu'il f à Je partir regarde du le moment prix où quand tu je es veux fondamental, acheter c'est ce qu'il faut faire, hein. Et mais ouais, les gens ont du mal à encaisser une moins-value. J'ai un peu du et c'est enfin, le truc, je veux j'essaie de passer le retourner message, mais je vais attendre qu'elle remonte pour retourner à mon mais prix oui, et comme ça j'aurais rien mais perdu. Mais mais en fait, mais pourquoi? Parce que c'est pas toi typo, qui tu vas choisis. attendre 2 ans qu'elle remonte, alors que si Ouais. tu avais vendu et que tu avais réalloué ce capital sur une action qui avait de meilleures perspectives, qui avait de meilleurs résultats et enfin, qui était meilleure à ce moment-là, bah, s'il faut ton capital, il aurait pas poireauté pendant 2 ans, mais il Bah aurait, oui. permis une bonne performance. Et Mais encore, ouais, c'est ça là, s tu prends la théorie qu'au bout de 2 ans, ça remonte. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est oui, quand une des fois entreprise ça va remonte mal, pas, hein. ça va de pire en pire et ça, tu vois, et potentiellement, tu tombes à zéro, tu vois. Et là, tu vois. Donc, en effet, c'est très compliqué. Il n'y a pas de règle absolue, tu vois. C'est pas parce qu'une action est en perte qu'il faut forcément la renforcer. Il y a aussi beaucoup de gens qui font ça. Tu sais, ils acceptent pas. Donc, comme tu dis, ils FEBRU. acceptent pas de vendre une action qui est en perte, mais ils acceptent pas aussi de racheter une action qui est plus chère que le prix d'origine, tu vois. Et Ouais. un truc qu'on dit toujours en bourse, c'est le marché ne sait pas à quel prix tu as acheté ton action. Donc, c'est pas parce que tu as fait plus 20%, tu peux avoir fait plus 50% sur une action, voire même x2. Et en fait, c'est encore une super action à acheter en ce moment. Parce que ces fondamentaux ont aussi fait x2. Donc, finalement, Bah oui. ton PER, il est le même. Donc, Et même si à ton nouveau, action si les fondamentaux ont fait x2, mais que ton action a fait que 50%, tu as l'impression qu'elle a déjà énormément performé, mais elle a pas assez performé par rapport à ses bah, fondamentaux. en fait, finalement, les Et tous 50% de ces réduction par biais-là, rapport à. c'est en fait, c'est dur à Ouais, ouais. combattre. Et moi, le premier, tu vois, par exemple, j'ai une action, dans le portefeuille, T. Rowe Price, qui a quand même, bah, des bons fondamentaux. Ça s'est pas, tant dégradé que ça, un petit peu, mais ça reste quand même une boîte solide et je crois que c'est la seule que j'ai vraiment en moins-value. Je suis à, -25, un truc comme ça Ouais. et bon, je sais que je vais devoir prendre une décision à un moment donné, genre, En j'ai fait, peut-être pas Tiro, tu sais, je l'ai conseillé dans le portefeuille 1.0. Je mmh trouve mh. qu'ils ont un business assez solide, très peu d'endettement, etc. En fait, sur le papier, c'est super. Et c'est quand tu l'analyses plus en détail que tu dis, ouais, il y a quand même un petit souci. Elle a beaucoup baissé parce qu'en fait, les fonds de Tiro, donc c'est une entreprise qui fait de la gestion financière, notamment auprès de pas mal d'institutions. Et en fait, les fonds étaient beaucoup dans les actions de croissance. Donc, on sait que 2022, ça a été catastrophe pour les actions de croissance. Donc, du coup, eux aussi, ils ont beaucoup baissé. Parce que bah, forcément, ils perdent du coup en capital sous gestion et ils prélèvent des frais sur ce capital sous gestion. Ouais. Donc, moi, c'est pas tellement ce qui va me gêner avec Tiro, c'est plus l'avenir en fait. C'est est-ce que les fonds actifs vont continuer d'être aussi recherchés par les investisseurs? J'ai l'impression que de plus en plus, les investisseurs se tournent vers des fonds passifs, des ETF, ou alors comme nous, ils cherchent à créer un petit peu leur propre portefeuille. Et donc, le fonds actif un peu à l'ancienne qui te prend 2% de frais, Tiro a quand même des très bons, c'est le meilleur des fonds actifs, tu vois. Donc, mais C'est un peu un paradoxe aussi, quand nous on investit sur, quelque chose qui fait des fonds actifs alors qu'on se bat contre ça, tu sais? voilà, c'est un peu ça aussi, tu vois, c'est un peu ça Ouais. aussi qui peut être compliqué. C'est pour ça que, à nouveau, je préfère avoir des entreprises où justement je vois, à nouveau, si tu en sélectionnes que 10 sur les 5000 qui sont cotés, prends-en où tu vois zéro défaut, genre tout est vert, quoi, tu vois. Et là, Tiro, pour moi, il y a un carton rouge, pas sur les Ouais. fondamentaux, mais sur l'avenir, tu vois, du Et développement du tu business, quoi. penses tu penses que l'action parfaite existe? Ça existe pas. Non, mais je Ça pense que s'en tu peux trouver approche, des mais actions où tu ne vois pas d'inconvénients majeurs. Donc, tu peux toujours trouver des petits trucs en disant: «Ah ouais, ils auraient pu faire ça ou ils auraient pu faire ça». Mais à nouveau, là, cette histoire de fonds actifs qui sont en train de perdre, c'est un vrai inconvénient majeur pour moi. C'est-à-dire que vraiment, la tendance est claire, c'est en train de perdre de la vitesse. Donc, ils vont se maintenir pendant un certain temps, mais voilà, ça va pas être, voilà, c'est pas une action qui sera dans un secteur pour moi en pleine croissance, quoi. Et au mmh mh. contraire, je pense que voilà, c'est BlackRock, c'est S&P Global qui a S&P 500 qui va prendre plus de cash sur cette tendance au fond passif, tu vois. Ouais. Donc, faut toujours se positionner sur celles
qui ont le vent dans le bon sens aussi, tu vois. Et attends, juste, je remets en mode concentration, pardon. Et, juste, là, j'ai fait une story sur Insta où, pour sonder un petit peu les gens sur à quelle fréquence ils réévaluent les actions de leur portefeuille, donc les fondamentaux. Et du coup, j'ai mis annuel, trimestriel ou jamais. Et j'ai quand même eu 40% de jamais, ce qui est quand même beaucoup, je trouve. Et Ouais, toi, tu fais quoi? Tu fais annuel, trimestriel? Moi, je sais que personnellement, tu vois, je vais regarder peut-être plus sur les bilans annuels, ouais. sur les boîtes que j'essaie de suivre. Et si je découvre ou il y a un truc qui me plaît pas, je vais peut-être plus aller voir les bilans trimestriels qui vont suivre pour voir et essayer enfin faire un petit entonnoir quoi. Genre en mode, si le bilan annuel, il y a une couille, bah, vérifier que soit c'est réparé, soit, ça se dégrade encore et dans ce cas-là, prendre une décision, de vente. Ouais, carrément. Faut qu'on revienne, Clément, parce je suis en train de penser qu'on n'a pas terminé sur l'aspect, justement ce que je voulais te dire par rapport aux dividendes versus la plus-value. Ah yes. Mais pour le suivi, en effet, je pense que ça dépend déjà beaucoup de sur quelle boîte tu te positionnes. Si tu te positionnes sur des boîtes à très forte croissance, bah, les attentes sont très élevées, tu es sur des PER très élevés. Et donc, en fait, chaque publication peut, tu vois, tout à coup, Netflix, ils annoncent qu'ils ont perdu des subscribers. En fait, ils en ont gagné. Tu vois, ça peut vachement bouger en fonction de ça, parce qu'il y a beaucoup d'attentes qui est construit dans l'action. Au contraire, je pense que sur le type d'action qu'on a, donc des actions de dividendes à croissance, ça peut avoir un impact, mais généralement, c'est des boîtes qui sont quand même sur une très belle trajectoire depuis longtemps. Et donc, généralement, il ne va pas se passer grand-chose sur un trimestre, tu vois. Et même, il peut y avoir un peu de bruit, genre, ah, en fait, Apple prévoyait de vendre 10 millions d'iPhone, ils en ont vendu 9,8. Et du coup, l'action a baissé de 5%. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, tu as envie de dire, Ouais. gros, ça change rien. C'est pour ça que c'est bien de prendre du recul, en effet, plutôt sur l'année. Moi, j'ai tendance à plutôt regarder sur l'année. Après, trimestriellement, j'aime bien quand même regarder un petit peu, voilà, évidemment, ce qu'ils ont Oui, qu'est-ce dit. qui Des s'est fois, fait? ouais, Morningstar a aussi des espèces de snippets où ils te disent un peu voilà, ce qui est ressorti aussi. J'aime bien lire leur analyse. Mais voilà, globalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la trajectoire globale. Et ce qui est super avec je ne sais pas si tu l'as vu, mais vu que maintenant il est mis à jour complètement notre score, tu sais, dans le score, j'ai mis beaucoup de critères sur un an. Donc le ROS, il est sur un an, la croissance des ventes, elle est sur un an, la croissance des free cash flow est sur un an, la croissance du dividende, elle est sur un an. Et tous les facteurs d'endettement, ils sont aussi sur un an, enfin, ils sont à l'heure actuelle, tu vois. Et du coup, Un ce qui est an, cool avec ça, c'est que, lycée? oui, sur les 12 derniers mois, sur les 12 derniers mois. Ouais, voilà, donc du Et coup, du ça prend en coup, compte au niveau trimestre, quoi. exactement. Et du coup, ce qui est cool avec ça, c'est qu'en effet, si jamais il y a un déclin, etc., bah, la boîte, elle va baisser en fait en termes de notes parce que tout à coup, sa note va être rouge sur l'année, ça va lui faire baisser. Et ce qui est cool, c'est que du coup, grâce à ça, grâce à ce fichier sheet là, on peut vérifier qu'on est toujours positionné sur vraiment les meilleures boîtes du marché à dividendes. Tu vois, moi, c'est surtout ça que je regarde, quoi. Et je sais qu'on a, tu vois, on a la numéro 3, la numéro 4, la numéro 5. Et si tout à coup, elle se retrouve 25e ou 26e, je vais me dire, oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi leur score a Ouais. baissé? Et c'est là qu'on va creuser, quoi. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il faut prendre des décisions, éclairées. Bien sûr. Et allez, let's go sur, performance. Ouais, performance. Et juste par rapport au review, je pense que c'est important quand vous sélectionnez une action d'avoir une thèse. C'est-à-dire, c'est quoi votre thèse? C'est quoi pourquoi vous achetez cette action? C'est quoi la théorie? Pourquoi elle va grandir sur le long terme, quoi? Donc, des fois, il y a des thèses un peu plus court terme. Moi, je pense surtout à des thèses long terme. Et du coup, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans les vidéos d'analyse, à la fin, je termine avec des grandes questions. Et je dis, si Apple continue de faire ça, si machin continue de faire ça, si machin continue de faire ça, alors j'estime que tout sera bon. Et donc, ça, c'est un peu les 3 paramètres de ma thèse. Et du coup, un truc sympa, c'est de pouvoir revenir ensuite, quand tu as un doute, de revoir ta thèse et de dire, est-ce que ces 3 paramètres essentiels que j'ai déterminés lorsque j'ai analysé ma boîte, ils sont toujours valables? Donc, voilà, est-ce que ces trucs fondamentaux qui vont faire que ça va fonctionner? Typiquement, un Mastercard, une des thèses fondamentales, c'est les paiements digitaux par carte bancaire vont continuer d'augmenter dans le temps. Si tout à coup, les paiements diminuent et qu'on voit que les gens, je sais pas, ils retournent au cash ou ils utilisent du Bitcoin, là, il y a un souci parce que la thèse générale a été mise en compte. Par contre, si Ouais, tu me dis, oui, voilà, il y a un peu moins de voyages, donc en ce moment, donc en fait, ça a baissé, les ventes ont baissé de 2% sur le trimestre, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Tu vois, c'est pas ça, à c'est nouveau, du c'est bruit. pas long terme. Et c'est de ce bruit-là qu'il faut arriver de se enfin, il faut réussir à se détacher de tout ça, quoi. C'est dur, hein, des fois. Parce que enfin, tu traînes sur les sites boursiers, tu tombes, très, très vite sur toutes les news en mode, catastrophe, J'aime pas. ouais, moi, j'y vais de moins en moins. Je suis Je hyper regarde plus de sélectif. variations. Je suis hyper sélectif et j'aime vraiment les news, tu vois, qui sont assez carrées. Pas les Mais, trucs, tu vois, il y en a de ouais, ouais. partout et tu vois, Mais même avant, tu vois, genre, j'ai vachement progressé là-dessus, mais, je regardais beaucoup mon portefeuille, quasiment tous les ouais, jours. Là, non, maintenant, ouais. je regarde plus, mais genre, je regarde parce que des fois, tu sais, quand tu fais une vidéo ou, un truc, bah, forcément, si tu en parles, enfin, si tu en parles, tu vas checker, tu vois? Mais,
Mais ouais, Ah, rester loin des performances journalières, rester loin des news, rester loin de tout ça. Ce qui compte, en fait, c'est juste les fondamentaux, donc tous les trimestres et tous les ans, quoi. pour l'instant, en plus, on a de la chance, tu vois. Ce qui va être dur, je pense, pour l'instant, on surperforme vraiment le S&P 500, je crois, de 4 ou 5%. Quasiment toutes nos actions ont fait mieux que le S&P, ou alors à peu près pareil. Et du coup, ce qui va être dur, c'est quand il va y avoir des actions qui vont sous-performer. Et là, ça va peut-être me faire poser un peu plus des questions. Pour l'instant, ça va vraiment dans mon sens, donc c'est plutôt cool. Mais en effet, à nouveau, toujours voir sur le long terme, revisiter la thèse quand tu as des doutes et que ça ne performe pas selon tes attentes. Pourquoi? C'est quoi l'explication? Et est-ce que c'est une Réanalyser. explication justifiée ou pas? Exactement. Mmh. Il nous reste 10 minutes. Est-ce qu'on va avoir le temps de tout ce que j'ai teasé? Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'expliquer, mais en gros, je vais faire une vidéo YouTube là-dessus et je vais faire un post lundi là-dessus. On en revient au dilemme qu'on a. On prend le dilemme. On a soit la possibilité d'avoir un petit rendement dividende, donc ça fait chier parce qu'on ne peut pas vraiment vivre des dividendes avec un petit rendement si on n'a pas à nouveau 40 ans devant nous ou des millions à placer tout de suite. Ou on baisse la qualité, donc on achète des actions, on est OK avec le fait qu'on baisse la qualité, donc on achète des actions qui ont moins de marge, qui sont plus endettées, qui ont un dividende plus élevé en termes de payout ratio, qui font moins de croissance, qui sont voilà. Donc on accepte de baisser la qualité pour pouvoir avoir plus de rendement en dividende. Et donc c'est la question finalement, tu vois que Christophe il posait, c'est de se dire est-ce que ça serait pas mieux de partir sur ces actions-là, tu vois. Et moi j'ai réfléchi et je me suis dit en fait sur le long terme, si tu acceptes d'avoir un certain retrait de ton capital, et je pense qu'à un moment ou à un autre, tu auras forcément une partie de tes actions que tu vas vendre. Et c'est pour ça que je t'ai envoyé, tu sais, le tableur où j'ai calculé tout ça. Tu vois que dès la première année, à partir du moment où tu considères en fait que tu vas avoir un retrait, c'est-à-dire qu'il y a une partie des ventes que tu vas pouvoir effectuer, tu vois que c'est toujours mieux d'être positionné sur des actions vertes parce que leur croissance va être plus importante. Donc certes, il y a de la volatilité on l'a vu dans le prix des actions, et c'est pour ça qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus, tu peux quand même déterminer, tu sais, c'est la fameuse étude qui avait déterminé qu'un taux de retrait, on va dire, qui permet de ne jamais logiquement atteindre zéro sur ton portefeuille, c'était 4%, tu sais, par an. Ouais. Et le truc, c'est que ça, c'était fait sur un portefeuille 50% actions, 50% obligations. Donc déjà, quand tu as un portefeuille 100% actions, il va mieux performer, donc potentiellement, tu pourrais retirer plus. Mais en même temps, il y a plus de volatilité, donc il faut faire attention. Tu vois, c'est le fameux séquençage en fait des résultats. C'est-à-dire que tu peux, tu vois, parce que typiquement, les gens comme ça, tu pourrais dire, mais attends, les actions vertes, donc historiquement, elles ont fait 16% par an. On va être plus prudent parce que les 10 prochaines années ne sont pas forcément aussi bien que les 10 dernières. On va dire 12% par an. Je pense que c'est quelque chose d'atteignable, sachant que le marché fait à peu près 10. On fait 12. Tu pourrais te dire, bon, en fait, j'ai qu'à retirer 12% chaque année. Sauf qu'en fait, tu ne fais pas 12%, 12%, 12%. Tu as un enchaînement de performances. Si vous regardez les performances du S&P 500, c'est plutôt plus 30, plus 0, plus 15, moins 30. Et cet enchaînement fait que tu vas plus ou moins pouvoir avoir un taux de retrait en fonction des différents enchaînements. Et donc, en fait, moi, ce que je voudrais faire, c'est vraiment, tu vois, reproduire un peu cette étude qui avait été faite. C'est se dire quel est le taux où tu peux te dire chaque année, je vais pouvoir retirer ce pourcentage-là de mon portefeuille. Et quoi qu'il arrive, mon portefeuille ne tombe jamais à zéro. Tu vois. Et c'est un petit peu le code Infinimoni dans GTA. Tu vois, c'est de se dire finalement, je vais pouvoir retirer de plus en plus de mon portefeuille et il tombera jamais à zéro. Et ça, je pense que c'est tout à fait possible en se disant, je vais prendre un taux de retrait suffisamment faible. Donc, par exemple, je vais me dire, OK, je vais retirer que 4% ou 5% ou 3%. Et du coup, je vais avoir ce retrait que je vais faire chaque année. Mais il est suffisamment faible pour que mon compte n'arrive jamais à zéro. Et donc, en fait, je me crée des revenus passifs comme ça chaque année en effectuant une vente et qui me permet de toujours me dire, mon portefeuille sera jamais zéro. Donc, évidemment, à partir du moment où je commence à retirer de l'argent, je sais que je vais handicaper ma performance future. Mais on en a parlé, c'est la solution, puisqu'à un moment ou un autre, de toute façon, tu as besoin de vivre de ton capital, tu as envie d'en retirer une partie. Et donc, je pense que de partir sur un montant comme ça, de décider le montant que tu vas pouvoir retirer, c'est super important et ça va te permettre de voir aussi quand même la grosse différence que font les actions vertes en termes de plus-value, puisque techniquement, si tu as des actions qui performent bien mieux, donc à nouveau, les actions vertes, on est plutôt à 12% par an, alors que les actions bleues, on est plutôt à 8% par an. Et ben, ces 4% de différence, ça te permet de retirer directement beaucoup plus de cash chaque année. Tu vois. Mais Est-ce que tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois ce que tu veux dire, mais moi, j'ai une question qui me vient. C'est, Ouais. cette théorie, elle est valable à partir du moment où, tu as un capital conséquent. On est d'accord? Parce que, si tu veux vraiment un revenu passif pour vivre, ça, c'est valable si tu as vraiment quand même un capital conséquent et à Non, non, partir du non, non. moment où Attends.
enfin, pas forcément. En fait, je veux dire, si imaginons, tu ajoutes 300 euros par mois, ou, tu vois, c'est le truc que je prends toujours en exemple parce que je trouve que 300 euros par mois, c'est un bel objectif, tu vois, pour commencer à faire un truc. Bah, là, sur les calculs, 300 euros par mois, donc ça veut dire 3600 euros par an d'investissement en bourse. À la première année, tu peux te retirer 14 euros par mois. Alors, tu vas me dire, tu vis pas avec 14 euros, mais l'année suivante, tu fais 29 euros par mois. L'année suivante, 45 euros par mois. Donc, tu vois, moi, je pense qu'il faut avoir une vision des revenus passifs aussi. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à avoir un complément de revenus. Donc, tu vois, moi, pour moi, à Donc, nouveau, que tu sois un étudiant ou un retraité, que tu sois quelqu'un qui a 1000 euros à placer ou qui a 1 million à placer, pour moi, il faut acheter les meilleures entreprises. Il faut acheter les meilleures entreprises qui vont pouvoir le mieux performer sur le long terme. Tu vois. donc, en gros, dans ton calcul, tu prends en compte que la personne va investir, par exemple 300 Ouais. euros par mois ou 500 euros par mois, et retirer les deux. Complètement. Alors, je sais que ça peut paraître un peu paradoxal de le voir comme ça, mais en fait, si tu investis plus que ce que tu retires, le retrait peut être une forme de motivation. Et c'est le cas, tu vois, à mon avis, de Christophe, parce que Christophe, il disait qu'il avait investi quand même un capital pas mal, je crois 40 000 euros ou 50 000 euros. Il disait qu'il n'était pas motivé par les revenus de dividendes qu'il générait parce qu'ils étaient trop petits. Et j'ai envie de lui dire, mais pourquoi tu ne te motives pas en retirant un peu plus si tu as envie de voir tout de suite que tu peux en retirer plus. Donc après, c'est toujours pareil. Peut-être qu'il va se dire, en fait, en voyant ce qu'il est capable de retirer grâce aux actions rapides, il va peut-être se dire, bon, mais je ne vais pas retirer tout de suite parce que ça me permettra d'en avoir plus sur le long terme. Des fois, c'est faire les calculs qui te Ouais. motivent aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et Et j'ai moi, je l'impression suis. aussi qu'on a accepté, qu'on accepte plus facilement la fiscalité sur les dividendes, parce que je sais pas, c'est ancré un peu, mais on accepte moins la fiscalité sur les plus-values. Tu vois, par exemple, dans le cas de Christophe, peut-être que lui, il veut plus de dividendes et il accepte le fait qu'il soit fiscalisé dessus, mais s'il a un portefeuille avec beaucoup de plus-values, peut-être que ça va l'embêter de vendre, de payer du coup des impôts en plus, tu vois? Et ça met beaucoup de en fait, je pense que ce calcul-là, il est très bon et il est très bon en théorie. Mais tu vois, Non, sur la alors, pratique qui est en fait, le truc, c'est qu'il y a deux choses. Alors, je sais que moi, j'ai moi-même défendu beaucoup le fait de vivre avec les dividendes. Donc, je sais que là, ça va peut-être un message un peu contradictoire. Mais à nouveau, je pense que les dividendes sont plus intéressants aujourd'hui, de plus en plus sur la section entreprise. Moi, je sais qu'ils me suffisent parce que j'ai un capital assez important et donc je suis OK avec le fait de ne me verser que mes dividendes. Pour l'instant, je me verse que mes dividendes. Je ne vends pas d'actions parce que j'ai envie d'avoir plus tard. Mais je pourrais tout à fait décider de vendre un petit pourcentage de mes actions, tu vois. Et ça n'a pas besoin d'être une somme énorme. Ça peut être 2%, 3%. Je peux choisir ce que je veux. Et ça peut être hyper rapide, tu vois. Il n'y a pas besoin que ça soit quelque chose de très compliqué. Chaque année, le premier de l'année, je prends la valeur de mon portefeuille ou même je décide d'un montant, tu vois, qui est stable. Et je me dis, boum, je vends 3%. Allez, je vends 3% de mon action qui est la plus surévaluée. J'ai mon capital. Avec eBay, je programme un truc qui fait un virement automatique sur mon compte. Et c'est fini, tu vois ce que je veux dire? Et je me prends pas la ouais, tête. mais je pense que Et ça j'augmente. tu dois prendre en compte quand même l'horizon d'investissement parce que enfin, ça je comprends qu'au niveau motivation, ça peut le faire et ça peut te motiver parce que tu vas recevoir de plus en plus de revenus passifs. Mais quand même, à partir du moment où tu as établi un horizon d'investissement et que tu sais que enfin, en gros, est-ce que ça sert à quelque chose, mis à part te motiver, de le faire ça, tant que tu as pas atteint ton horizon, tu vois? Tant que tu as pas atteint le Ouais, moment où alors tu as envie d'avoir ta non, retraite. oui et non, tout dépend, tu vois, à quel moment tu veux. En fait, moi, ce que je vais proposer sur le tableau, c'est les gens vont pouvoir choisir à quel moment je commence à retirer le capital qui, à nouveau, me permettra de vivre ad vitam aeternam. En fait, ce qui est intéressant avec ce capital, c'est que ça n'empêche pas ton compte de continuer de grandir. Tu vois, il va grandir moins vite, mais il va continuer. Logiquement, si tu prends un retrait qui est tranquille, qui est à nouveau, qui a un retrait faible par rapport à la totalité de ton capital, à nouveau, si tu retires 4% par an, ça veut dire qu'il y a 96% de ton capital qui reste investi en bourse. Donc, c'est pas comme si tout d'un coup, tu sacrifiais la totalité de tout ça, tu vois. Donc, je pense que tu peux tout à fait sectionner un montant et ça va aider les gens, en effet, comme Christophe, qui se disent, bah, moi, dès aujourd'hui, je veux me dire, OK, la bourse, ça me rapporte de l'argent et j'ai des revenus et je vais pouvoir les dépenser parce que j'ai pas envie, et c'est son argument hein, depuis le début, il dit, j'ai pas envie d'être le plus riche du cimetière, j'ai pas envie d'être blindé d'oseille à 70 ans. À nouveau, il a 40 ans, il n'a pas notre âge, donc peut-être qu'il commence à se dire, voilà, j'ai envie de commencer à profiter de ce capital, tu vois. Et moi, je trouve ça Mais génial de pouvoir se dire, je peux en retirer un peu chaque année et mon compte ne tombe pas à zéro, voire même il continue de progresser puisque les rendements sont bons, quoi. mais tu vois, pour le coup, là, il y a il y a mon, côté, diversification qui va rentrer en jeu. Mais est-ce Vas-y. qu'une personne qui a envie d'avoir ça, ferait peut-être pas mieux d'investir un peu moins en bourse et d'aller sur, d'autres types d'actifs, type SCPI, crowdfunding, pour avoir ces revenus passifs qui sont motivants, tu vois? Ben, je Après pense c'est pas. là, ça remet en cause un petit peu tout ce qu'on dit au Ouais, niveau de la bourse et cetera, mais moi, je me mets dans ouais. la situation À d'une nouveau, personne qui a envie d'avoir des il revenus faut. passifs. En fait, le problème, Je tire là-dessus. ouais, mais en fait, à nouveau, c'est que tu ne penses pas en rendement total. C'est-à-dire que si tu te mets sur une SCPI, par exemple, qui verse 6%,
La seule chose que tu vas obtenir, alors il y a peut-être un peu d'appréciation de la SCPI, mais imaginons au total, elle va faire 7% et elle va te distribuer en fait 90% de ta performance va provenir des dividendes. Si tu te sélectionnes sur des actions vertes, à nouveau, tu fais 12% par an au lieu de faire 7% par an. Donc, tu comprends que tu vas pouvoir retirer plus d'argent et pendant plus longtemps en investissant sur les actions vertes. À partir du moment où tu considères que tu es OK avec le fait de vendre une partie de ces actions et pas forcément uniquement le dividende. Donc, tu vois, pour moi, l'argument, c'est vraiment de se dire attention de ne pas être aveuglé par le dividende parce que justement, si tu te positionnes sur des actions rouges, certes, tu touches 3 fois plus de dividendes que les actions vertes au début. Donc, tu dis, ah, c'est génial, tu le vois sur ton tableau de dividendes, tu dis, putain, je gagne plein de dividendes, c'est trop bien. Mais en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est que tu vas faire que 6% de performance par an au lieu d'en faire 12. Donc, tu vas avoir 2 fois moins d'argent et limite, tu vas retirer ce que tu vas retirer avec ton dividende, juste ton capital, il ne va pas augmenter, tu vois, parce que tu es positionné sur des entreprises qui n'ont pas suffisamment de croissance, quoi, tu vois. Mais c'est intéressant en vrai, comme je pense que c'est pas une vision des choses qui a été souvent abordée, donc c'est challengeant, c'est intéressant. Après, ouais, je me dis en vrai, c'est faisable, mais ça rajoute, tu vois. Enfin, on dit aussi que passer le moins d'ordre possible en bourse avec Bien des sûr. stratégies, des choses vraiment très Ouais. réfléchies est quelque chose qui va maximiser la performance sur le long terme. Bien Donc, sûr. si tu Il faut que rajoutes ça soit. des achats, des ventes, ouais, il faut que ce soit Non, en non, fait mathématique, quoi. Genre en mode il faut que à ça telle soit date, mathématique. bam. C'est ce que j'ai dit à Axel. Il faut que quand tu fais des ventes, généralement, c'est une fois par an. Tu pourrais faire une fois par mois si vraiment tu as envie, etc. de plus. Mais en effet, plus tu simplifies, plus c'est un process à suivre exact et moins tu te poses de questions. Et à nouveau, tu ne vends pas des quantités énormes, tu vends juste pour avoir un peu plus de cash sur ton compte et que ça correspond à la distribution que tu peux te faire. Ouais, mais Mais comment tu vends? Qu'est-ce que tu vends? de Quand tu quoi? décides quelle action tu vas vendre? Alors, franchement, nous, alors c'est assez facile avec ce qu'on fait avec la méthode Trident parce qu'on a justement une valorisation qui est effectuée. Donc, en fait, tu peux commencer, te concentrer sur les actions qui sont le plus surévaluées d'après tes calculs. Ça ne sera jamais une science exacte et potentiellement, des fois, tu ne vendras pas forcément la meilleure des actions. Mais à nouveau, tu ne vas pas vendre toute ton action. On parle de 4%, on parle de chaque année vendre 3 ou 4% de ton action qui est probablement la plus surévaluée. Donc, tu vas garder quand même une grosse partie de cette action-là. Et moi, je suis pour aussi le fait de ne pas s'acharner à vendre une seule action, parce qu'à nouveau, tu le sais, en bourse, c'est l'erreur aussi de vendre les actions qui ont le plus monté et d'acheter celles qui ont le plus Ouais, descendu, alors que des fois, c'est le contraire. Il faut arroser les fleurs et couper les mauvaises herbes. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que même, c'est pas très grave ce que tu vends exactement, parce que tu vends, voilà, tu peux avoir un système, tu sais à peu près. Ce qui compte, c'est que, en fait, tu te génères suffisamment de capital par rapport à tes objectifs de revenus passifs. Et je pense que finalement, je pense qu'il n'y a pas grand monde, tu vois, tu vas me dire ce que tu en penses, mais il n'y a pas grand monde qui se dit, et moi avant, j'ignorais un peu la plus-value en me disant, ouais, bon, bah, c'est pas grave, c'est pour plus tard, etc. Mais en fait, c'est plus tard, c'est quand? Tu vois, genre c'est quoi? Tu vas. C'est toute la question. Mais ça, c'est une question C'est toute la question. enfin, Genre, que tout le monde donc, devrait se poser et qui est vraiment difficile à répondre, hein. et Moi, je sais du que coup, pourquoi tu ne retires pas tout de suite? En ouais, fait, moi, je trouve ce qui est intéressant avec ce taux de retrait, c'est que tu peux tout à fait te dire, à nouveau, c'est si tes dividendes ne sont pas suffisants, et on l'a vu, si tu es positionné sur les meilleures actions à dividendes, généralement, ton dividende ne sera pas énorme, quoi. Donc, si tu es OK avec ça, ça va. Mais si tu n'es pas OK, pourquoi pas te verser un petit rendement régulier qui va te bah, motiver, qui ne moi, veut je pas suis dire que d'accord tu avec ne vas pas ça, continuer d'investir en mais bourse, ouais, ouais, mais moi, je suis tu d'accord vois? avec ça, tu vois? Même, continuer d'investir et tout, mais à partir du moment où tu as atteint ton horizon d'investissement. Imaginons que moi, je veux, ma liberté financière à 40 ans, que, pendant, là, j'ai 28, pendant 12 ans, je maximise au maximum tout ce que je peux faire au niveau de la bourse, de l'IMO, de mon taf, du business et cetera, et à 40 ans, je profite. Donc là, je commence à profiter de mes revenus, donc des Ouais. dividendes, et je décide à partir de cette date-là de vendre une partie de mon portefeuille parce que j'aurais fait l'effort de capitaliser pendant tout ce temps-là. Mais je pense que c'est aussi une erreur de se faire des nœuds au cerveau en mode je veux de l'argent aujourd'hui. Est-ce que tu en as vraiment Alors, besoin alors, aujourd'hui, tu vois? et ben, tu vois, moi, je vais avoir l'argument inverse à toi, Clément, c'est que justement, je trouve que ta vision, elle est trop blanc ou noir. C'est-à-dire, c'est trop, mais c'est comme la retraite en France, où, tu vois, je bosse toute ma vie, c'est la retraite, j'ai plus à bosser et l'État me paye, tu vois. Et moi, j'ai une vision, je me dis, aujourd'hui, tu vois, j'ai une vision de me dire, attends, mais vraiment, plutôt que de travailler comme un acharné toute ta vie et à la fin, ne plus du tout avoir de boulot, est-ce que tu pourrais pas trouver un boulot, tu vois, où tu travailles beaucoup moins que la majorité des gens? Donc là, en ce moment, tu vois, je fais 6 heures par jour, mais peut-être que je pourrais descendre à 4-5 heures. Donc, ce qui est des semaines bien inférieures à la majorité des gens. Avoir du temps libre et à la retraite, continuer de bosser sur quelque chose qui me passionne, tu vois. Bah, Et on a perdu Clément, on a dépassé les 50 minutes en même temps, les la amis. boulette. Je ne sais pas si tu arrives à rallumer la cam, mais du coup,
est-ce que ça pourrait pas être Ouais, stylé, tu vois, aussi de te dire, tiens, plutôt que de me dire à 40 ans, tout d'un coup, là, j'ai plein de revenus qui tombent, et ben, je m'en verse un petit peu, tu vois, pour me motiver. Et moi, je me dis, alors certes, on est à nouveau, tu vas générer moins de plus-value comme ça, mais à nouveau, si ça te motive, tu vas investir plus en bourse. Et moi, je me dis, c'est complètement OK si par exemple, je sais pas, tu investis, imaginons, 3 000 €, 4 000 € en bourse chaque année et que tu en retires que 400, et ben, tu es quand même en positif, c'est-à-dire que tu as plus mis que ce que tu as retiré, mais les 400 que tu as retirés, tu te dis, bah putain, ils vont augmenter chaque année, et tu vois, et ça me motive. Et c'est un peu le même système avec les dividendes. Et moi, j'ai vraiment envie, tu vois, plutôt que d'avoir ce truc où tout d'un coup, à 40 ans, je suis pété d'oseille et j'arrête de bosser parce que j'ai plein d'argent, de me dire, je m'en distribue un peu tout au long de ma vie en commençant tout doucement, en m'assurant bien que toujours pareil, 80 à 90% de mon argent reste en bourse pour gonfler. Mais tu vois, je me dis pas, ouais, ouais. tu Mais vois, dans 10 en fait, ans, c'est un peu comme le business où tu vas plutôt privilégier ton bonheur et ta joie dans le parcours plutôt qu'au résultat, quoi. exactement, exactement. Et ça, c'est, tu vois, c'est toute ma théorie. C'est Ouais, te j'ai faire des arrêté cadeaux, de, en fait, j'ai arrêté d'imaginer une vie parfaite quand j'aurai ça ou quand ouais. j'aurai ça. Je me dis, bah, en fait, la vie parfaite, elle commence dès maintenant. Et tu vois, et recevoir 14 € ou 20 € de revenus passifs, que ce soit via les dividendes ou via les ventes, bah, c'est super agréable, tu vois. Et ça te motive et tu dis, vas-y, allez, j'ai envie de le booster, tu vois. Et je pense que clairement, Christophe, il a perdu cette motivation parce que justement, il regarde que les dividendes. Et peut-être que d'en vendre une petite partie, ça pourrait lui redonner la motivation parce qu'il pourrait se rendre compte que justement, tu vois, ces revenus passifs sont en train d'augmenter, en fait. Parce que finalement, les revenus tirés de la vente, c'est aussi des revenus passifs. On pourrait débattre sur le fait est-ce que c'est des revenus passifs ou pas, mais en gros, ils ont été générés en bourse, pas par toi, mais par l'entreprise et par sa valorisation. Toi, tout ce que tu as eu à faire en termes d'activité, c'est d'appuyer sur un bouton une fois par an en disant allez, je vends un petit morceau, tu vois. Donc pour moi, ça reste des revenus passifs et donc ils sont intéressants, quoi. Ouais, je suis d'accord. J'avoue, j'ai essayé de je pense que désolé, c'était très intéressant T'inquiète. pour les gens, mais j'ai essayé de remettre la caméra avec une autre batterie, mais il semble que cette batterie est également déchargée. Non, mais de toute façon, on avait dit Mais 50 ouais, après, minutes, je on suis a d'accord déjà par dépassé rapport de à 6 minutes. ouais, ouais, Donc, on est bon. il faut qu'on. Mais oui, après, je pense que ça dépend aussi des profils de chacun et si tu as besoin d'être motivé par ce revenu passif récurrent, bah, clairement, ça peut être une bonne idée de faire ça, tu vois? C'est, ça dépend de ton besoin. Moi, je sais que j'en ai pas forcément besoin aujourd'hui. Je sais, bon, bah, avec ce que je gagne, j'ai largement de quoi vivre et de quoi me faire plaisir et je veux maximiser pour, peut-être un petit peu plus tard. J'ai je maximise plus les objectifs long terme que, ma gratification immédiate. Mais Mais parce tu que je sais, fonctionne comme ça. bien sûr, et tu sais que ce qui va être génial avec ce fichier sheet là, on va rajouter un bouton et on va peut-être même en faire une version web ce qui serait super parce qu'en fait, tout ça, finalement, c'est des calculs. Et tu vas pouvoir te dire, avec ce fichier sheet, par exemple, là, je vois, tu vois, que si j'investis 300 € par mois, ben donc et si je retire chaque année, je vois que je touche 14 € la première année, donc je me retire 14 € par mois, la deuxième 29, 45, etc. Ça monte, si bien qu'au bout de la 10e année, je peux me retirer 180 € par mois. Alors, 180 € par mois, c'est pas mal, tu vois, mais j'ai quand même posé 3 600 € chaque année, tu vois. Donc, c'est pas Mmh. forcément énorme. Mais ce que je peux me dire à ce moment-là, c'est si dans 10 ans, je veux pouvoir me retirer plus de capital parce que j'estime que c'est pas suffisant pour vivre quand j'aurai dans 10 ans, eh ben, je peux me dire, OK, je veux retirer mon capital que dans 10 ans. Et tout d'un coup, le fichier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre en compte le fait que tu as retiré 0 pendant les 10 précédentes années. Donc, tu sais, c'est le fameux marshmallow. Tu as mis un marshmallow de côté et du coup, tu vas en avoir deux. Et du coup, au lieu de recevoir, et ça pour l'instant, j'ai pas pu calculer, mais au lieu de recevoir 180 €, tu vas pouvoir retirer beaucoup plus. Parce que Ouais. tout ce que tu n'as pas retiré est resté en bourse et a grossi. Mais la vraie question, c'est de se dire à quel moment ça vaut le coup d'attendre pour en avoir plus et à quel moment tu te dis, bon, en fait, là, on est sur des montants. Moi, typiquement, là, tu vois, avec 500 000 € placés en bourse, en fait, je suis sur des montants où je suis en train de me dire, même si je commence à retirer dès aujourd'hui, ça serait OK, tu vois, en fait. Donc, c'est aussi des questions de se poser, Ouais. tu vois, à quel Mais je pense moment. que c'est les questions les plus délicates, hein. Quand est-ce qu'on profite? Parce que, tout le monde parle de la maximisation de l'investissement et du pendant, ce qui est le plus intéressant en vrai, mais c'est vrai que quand est-ce qu'on profite? Ben, moi, j'ai Enfin, commencé, tu vois, je me verse ces dividendes et je me dis, verser ben, du temps, en ouais. fait, c'est un début, tu vois, c'est-à-dire que je sais qu'il y a une partie de mes revenus qui sont 100% passifs. Et voilà, et si à un moment je me dis, bon, bah, de toute façon, tu as déjà plein de ventes, bah, pourquoi pas vendre 2-3% en plus pour booster un peu ce montant de revenus passifs que je me distribue chaque année. Et c'est OK parce que de toute façon, je vais vendre 2%, mes actions vont faire 12% ou 12% par an, tu vois, même s'il y a un peu de variation, qu'il y a des années de baisse, etc. Tu vois, moi, je pense que ce qui est juste important, c'est de partir sur un montant qui est tranquille, tu vois. Faut pas commencer à se dire, je vais retirer Trop, 20% de mon portefeuille chaque année non, parce que non. là,
Voilà. Tu prends énormément de risques. Mais si tu retires des petits montants, je pense que ça peut vraiment agir comme une motivation, surtout si tu t'offres un bon voyage avec, un petit cadeau, un petit truc. Ça peut te dire, putain, c'est cool, vas-y, À la base, c'est pour ça, hein. go On charbonner, investit pour go ça quand continuer même. de mettre la machine, quoi. Tu vois. On investit pour se faire plaisir, hein. Le but, c'est pas de voir juste un gros montant sur le. C'est bien beau d'avoir, toi, comme tu dis, tu Eh, as 500K en bourse sur eBay. Bah, c'est cool. Pour le moment, c'est un chiffre sur un ordinateur, tu vois. ah, Et ta vie, elle et change donc, pas il pour faut bien, autant. tu Entre vois, 500 et 750, ta vie, elle va pas changer. bien Sauf sûr. si tu décides Et demain, je me fais écraser par une voiture, tu vois. Mais à Ouais, nouveau, et du coup, peut-être que là, je me dirais, peut-être j'aurais pu en profiter un peu plus, etc. Donc, c'est aussi juger de combien d'argent tu as besoin. Et voilà. Et à faut pas nouveau, profiter, moi, je suis dans un cas très particulier où j'ai beaucoup d'argent en étant jeune. Donc, je suis dans le cas idéal et je me dis, bon, bah, la vie est tranquille. Et tu vois. Mais tu as plein de gens, en effet, qui se disent, moi, tout ce qui compte pour moi, c'est d'avoir assez pour ma retraite parce que j'ai peur que la retraite soit pas payée. Donc, à nouveau, ça dépend vachement de l'objectif. Mais c'est ouais, juste qu'il faut faire faut attention clarifier avec ce ça, je truc de pense, ouais. Et les juste mettre de objectifs sont l'argent. différents en fonction des investisseurs, hein. Mais oui, déjà, enfin, quelqu'un qui peut investir 100 ou 200 euros par mois pour avoir un complément de retraite et avoir une fin de vie un peu plus facile, mais c'est un objectif 100% louable, hein. Genre, en vrai, tout le monde Voilà. devrait faire ça. Tout le monde devrait réfléchir, travailler sur ses finances personnelles pour réussir à économiser 100 euros, 200 euros par mois. C'est pas possible pour tout le monde, mais je pense que ça l'est pour quand même pas mal de personnes s'ils ont une gestion un peu plus intelligente. Et ça permettrait derrière d'avoir, bah, du coup, tout l'effet de la bourse et profiter plus tard. Mais Et, oui, et- et- ça dépend. et peut-être qu'à un moment, tu arrives à un stade où tu économises vachement plus que 100 ou 200, et du coup, tu te dis, bah, en fait, maintenant, je peux commencer à retirer plus. Mmh mh. Et il y a aussi SPI comme nouveau motivation qu'on a dit, c'est que c'est bien de se dire, je place 100, 200 pour ma retraite, mais si t'as pas suffisamment, t'es pas suffisamment motivé par l'augmentation de ton capital et que tu t'en rends pas forcément compte, notamment parce qu'il y a beaucoup de variations en bourse, bah, peut-être que ce retrait, tu vois, il peut être une solution aussi pour te dire, ah ouais, mes revenus passifs, en fait, ils ont augmenté cette année et Il je doit peux m'en augmenter, ouais, verser plus parce que, de ouf, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. de ouf. Est-ce qu'on finit sur ça? On est pas mal là, non? Mon Clem, on finit sur ça. Je suis désolé, Allez, let's go. j'étais un peu excité par cette idée parce que j'ai beaucoup travaillé dessus et je pense que ça peut vraiment permettre en fait aux gens de toujours réfléchir aussi en rendement total en fait. À partir du moment où tu prends en compte les ventes, je pense que tu réfléchis plus en te disant c'est quoi finalement l'investissement qui va me permettre de générer le plus gros rendement total parce que plus j'ai de rendement total, plus j'ai de revenus passifs. Si Et tu plus prends pas ouais, en compte les ventes et que tu prends en compte que les dividendes, eh ben, malheureusement, tu vas aller chercher des actions de moins bonne qualité parce que tu veux augmenter ton rendement si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et du coup, eh ben, tu vas avoir des moins bonnes performances totales. ouais, et c'est en gros, c'est raisonner si pour un genre une idée de la fin, mais en gros, c'est raisonner patrimoine global plutôt que revenu passif absolument. Oui, oui et non, parce que Ouais, je mais si, considère, en en fait, je gros, me dis, moi, tu vas je pense maximiser pas ton en capital. patrimoine, Hein? mais en fait, je pense en revenu passif. En fait, Oui, mais à tu vas en nouveau, gros, tu vas maximiser ton capital pour pouvoir ensuite en faire du revenu passif. Mais non, ça passe par la je veux du maximisation revenu de ton passif tout capital. de suite. En fait, pour moi, Oui, mais en fait, à nouveau, Clem, si tu fais 12% par an, donc à nouveau, les gens vont dire oui, mais des fois la bourse ça baisse. Non, mais en moyenne, tu fais 12%, ok? Tu peux retirer beaucoup plus d'argent, donc de revenus passifs, puisque techniquement, c'est ce que je te disais, tu as juste à vendre 4% de ta position chaque année. Donc, tu peux retirer, imaginons, 5% ou 4% de ton patrimoine. Alors que si tu fais, donc à nouveau, dans ces 12%, tu as 1% de dividende et 11% de plus-value, tu peux retirer 5%. Alors que si tu fais 6% et tu as 4% de dividende, ou mais 3% de ça, dividende, oui, la question se pose, même pas. Après, moi, tu vois ce que je veux dire? je maintiens quand même qu'il y a des paramètres extérieurs qui peuvent faire imaginons, tu arrives, sur la 5e année de tes retraits et le 1er janvier, 2028, il y a, la bourse qui a fait -30. Est-ce que tu vas le tenir ton retrait? Est-ce que tu vas Eh ben, retirer? c'est là où je pense qu'il faut avoir une discipline et qu'il faut sélectionner un taux de retrait qui prend en compte ces paramètres-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu des études, tu vois, qui ont été faites sur ce truc-là. Parce que la vraie question, c'est que tu veux pouvoir, tu vois, t'as pas envie de retirer une année, t'as pas envie de retirer 1000 et puis l'année suivante 500 parce que ça, c'est pas motivant. On est Mmh. addict au fait de voir ses revenus passifs augmenter. Donc, je pense qu'il faut vraiment partir sur un rythme qui soit vraiment tenable par rapport à ce que tu mets. Et ça, je pense que ça peut se calculer. Et je pense que en étudiant l'historique de la volatilité, tu peux quand même partir sur un plan d'attaque qui te permet de maximiser et d'avoir des jolis revenus passifs sans justement, enfin, même si la bourse elle baisse de moins 30% cette année, tu vas quand même vendre parce que ça fait partie de ton plan et ça reste un montant qui est petit et qui va pas, qui va pas mettre à terre tout ton plan d'investissement, tu vois. Je vois.
Bah, en Parce vrai, qu'il théorie y aurait une à explorer, à exploiter. ouais, mais il y aurait une stratégie, tu sais, il y en a certains qui en parlent dans les ETF de dire, OK, si la bourse a fait moins 30%, je retire moins cette année. Si la bourse a plus 30%, mais moi je trouve ça horrible, tu vois? Genre, je veux dire, moi j'ai envie chaque année de recevoir plus de revenus passifs et j'ai pas envie parce que la bourse a baissé que ça a un impact sur mon style de vie, tu vois? Donc pour moi, il vaut mieux retirer moins à nouveau, partir sur quelque chose qui est tenable sur le long terme plutôt que se dire, vas-y, je retire à fond cette année parce que la bourse est montée et puis je retire moins quand elle a baissé, tu vois? Je me dis, autant partir sur un truc tranquille, stable, et comme ça, tu vois tes revenus passifs qui vraiment, tu vois ta Ça augmente. distribution chaque année qui augmente, quoi. De ouf. Bon, en tout cas, je vais aller m'acheter une nouvelle batterie de je vais m'acheter une batterie par podcast Tu peux pas de le caméra. brancher sur ton ordi parce que Oui, moi, il il est est même branché. branché, mais ouais, moi Bien, aussi il est branché, ah ouais. mais il charge moins vite que ce qui se décharge. C'est assez Alors que moi, chiant. tu vois, j'ai l'impression qu'il reste à 100% tout le temps, en fait. J'ai l'impression que quand il est branché, je sais pas, Non, ça lui là, la booste batterie, elle suffisamment était je pour. l'ai sortie, elle était à 4000 degrés, je pense, entre la charge et la décharge. Mais je vais en Ah ouais, racheter d'autres, comme ça j'en ferai une par podcast, ce sera plus simple, parce que là, c'est relou quand même de d'avoir cette image bon, dégueu là, là. on a une petite vision un peu plus naturelle, tu vois, Ouais, mais sans le là, en fait, je côté. vois que ma caméra du Mac, elle est dégueu, parce qu'on dirait que tu sais qu'il y a un voile et on dirait qu'il Non, mais y a de la t'inquiète, toutes les il y a de la caméras de brume, Mac. il y a de la brume à peau dans mon bureau. Ouais, Non, non, ouais, mais mais vas-y, on en reparlera de ce sujet, c'est ouais, intéressant ouais, on va et hâte de creuser voir et les puis, les retours. ouais, hâte, et puis hâte de montrer ça sur un fichier, pouvoir faire des estimations. Mmh, mmh, Tu vois, un mmh. truc que je me disais aussi qui pourrait être cool, c'est vraiment de pouvoir, parce que quand tu fais les calculs au début sur un fichier, tu es obligé de dire 12%, 12%, 12%, 12% chaque année, tu vas faire les calculs. Mais ensuite, j'aimerais bien un truc qui permet de créer de l'aléatoire, créer des Ouais, scénarios, en fait. Tu crées un scénario catastrophe un peu où, tu vois, ça enchaîne des années de pertes, etc. Tu vois. Et, ouais, ou déjà, au contraire, un scénario plus positif pour essayer vraiment d'être le plus proche possible de la vérité sur tes taux de retrait. Parce qu'en effet, quand tu vends, il faut que tu fasses attention de vendre le bon montant, parce que si tu vends trop, gare à tes fesses ça peut sur coincer, la ouais. fin de. Mm, Mmh mm. mh. Merci, chers investisseurs. C'était très cool. Cool. J'espère que c'était pas trop long et que vous avez Ouais, appris des choses intéressantes. On se retrouve la semaine la prochaine semaine pour un prochaine, hein. épisode Ouais, nous, nous dans 2 semaines, mais dans 2 semaines. et du coup, Et, peut-être qu'on fera un podcast à Maurice aussi, parce qu'on en a pas parlé, mais je vais venir te voir. il paraît que tu as pris les billets. Ouais, ils étaient, plus chers à 2 jours près, j'étais dégoûté. Je t'avais dit: «Ouais, ils sont pas chers, ils sont à 960», j'étais trop content et tout et vas-y, on a regardé le lendemain, 1 100. J'étais là: «Ah putain», mais bon, c'est Ah, pas et grave. des fois, il faut se mettre des alertes, et quand tu es sûr que tu le veux, des fois, ouais, il Ouais, vaut mieux bon, prendre, c'est c'est vrai que les avions, c'est c'est pas un très peu, grave et je suis très content parce que j'ai pu payer la moitié du billet de ma copine grâce à cette activité sur YouTube là, donc je commence à pouvoir, faire des trucs sympas, et des ah, cadeaux ça, c'est sympas cool quand aussi, tu hein. peux régaler la MIF. Moi, tu Ouais, sais que c'est le bah, tu vois, contraire là, cet cette été, année, là. on a mangé dans un étoilé, super cool, genre, le repas à 300 balles, mais en fait, tu passes des moments de ouf, hein. C'est pour ça Ah bah ça, que de l'argent, c'est ouf. sympa quand même, hein. Faut savoir Bah, le voilà, les retourner, revenus pas faire passifs, c'est quand n'importe même quoi, cool. mais C'est quand ouais, même cool de te faire un resto à 300 balles quand tu as 28 ans plutôt que quand on a 70 et que tu as un dentier, tu vois? grave et que Heu tu plus heu beaucoup. Et juste, ouais, ce qui est trop drôle, c'est que moi, Clémence, tu vois, c'est le contraire cette année-là. C'est elle qui m'a réincité parce qu'en fait, elle a fait ses premières gardes. Tu sais, en médecine, là, ça fait 10 ans qu'elle a un salaire de misère en tant qu'interne. Et là, elle a fait ses premières gardes payées. Elle a fait, genre, elle a pris 2000 balles sur un week-end, tu vois, genre un truc de malade, Ouais, quoi. Genre, et du coup, elle a financé la moitié du voyage qu'on a fait en Thaïlande. Et donc, c'est la première fois où on fait 50-50, tu vois, sur un voyage. Et je me dis, ah ouais, c'est cool en fait d'avoir une meuf aussi bah, ouais, qui a de l'oseille, parce que moi, j'ai souvent cette habitude où, tu sais, bah forcément, enfin, je sais pas, ça pourrait être un sujet d'un podcast d'ailleurs, comment vous divisez les dépenses dans le couple. Il y a des gens qui veulent absolument faire 50-50. Moi, je trouve que c'est plus logique de faire en fonction du revenu, quoi. C'est-à-dire que tu mets plus si tu gagnes plus, tu vois, ça me paraît logique. Et ouais. donc, j'ai toujours eu l'habitude de payer pour un peu pour deux, ou du moins qu'elle pouvait moins payer, forcément. Et là, bah là, on a fait 50-50, et je me suis dit, putain, c'est cool aussi, C'est parce que cool. dans le couple, tu divises vachement tes dépenses, quoi, Bah, grave, hein, quand t'es quand à tu deux. payes à 2, c'est clair. Allez, mais on se retrouve du coup Allez, la semaine prochaine, tout le et monde. bisous, bisous. Rendez-vous semaine prochaine. Ciao, ciao. Yes, ciao. Dites-nous dans les commentaires si vous avez kiffé. Signe du boomer. YOLO.